Le matin du 27 mars 1945, 262 soldats japonais émergent de la roche volcanique sur la côte nord d'une petite île du Pacifique. Ils n'ont pas vu la lumière directe du soleil depuis plus d'un mois. Leur peau est grise de poussière de soufre. Leurs uniformes sont raidis par la sueur et le sang séché. Beaucoup d'entre eux tiennent à peine debout. Ils sont armés de baïonnettes, de sabres, de grenades et de tous les fusils qu'ils ont pu transporter à travers les tunnels. Ils ne se rendent pas, ils attaquent. Au lever du soleil ce matin-là, la plupart d'entre eux seront morts. Pendant 36 jours, ces hommes ont vécu à l'intérieur même de l'île, à l'intérieur d'un réseau de tunnels creusés à la main dans une roche volcanique si chaude par endroits que les parois elles-mêmes brûlent la peau exposée. Des tunnels remplis de vapeur de soufre qui brûlent les poumons. Des tunnels sans lumière, sans eau potable, sans ventilation adéquate. Des tunnels conçus non pas comme un lieu de vie, mais comme un lieu pour mourir lentement, tout en infligeant le coup maximal possible à l'ennemi qui marche au-dessus d'eux. L'île est Iwo Jima. 20 km² de sable volcanique noir et de roches situé à 1200 km au sud de Tokyo. Le drapeau américain a été hissé sur son plus haut sommet. Les journaux américains ont déjà déclaré la bataille gagnée. Les commandants américains sont déjà passés à l'opération suivante, et à 240 mètres sous ces commandants, dans l'obscurité absolue, des hommes se battent encore. Si vous voulez comprendre ce qu'étaient réellement ces 36 jours sous terre, non pas la bataille que les caméras ont filmée, mais la guerre qui s'est déroulée dans des endroits qu'aucune caméra ne pouvait atteindre, restez avec nous. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela nous aide à faire découvrir ces histoires oubliées à plus de personnes. Pour comprendre ce qui s'est passé sous Iwo Jima, il faut comprendre l'homme qui l'a conçu. Tadamichi Kuribayashi a 53 ans lorsqu'on lui confie le commandement de l'île en juin 1944. Il n'est pas un général japonais typique. Il a passé des années à l'étranger. Il a étudié à Harvard. Il a servi comme attaché militaire à Washington et au Canada. Il a traversé les États-Unis en voiture. Il a mangé dans des foyers américains. Il a observé les usines américaines. Il a vu de ses propres yeux la capacité industrielle du pays avec lequel le Japon est désormais en guerre. Lorsqu'on lui confie le commandement d'Iwo Jima, il fait quelque chose que presque aucun autre commandant japonais de la guerre du Pacifique ne fait. Il accepte, totalement et sans illusion, qu'il va perdre. L'île tombera. Il y mourra. Chaque homme sous ses ordres y mourra. La seule question est de savoir ce que ces morts coûteront à l'ennemi. Cela change radicalement sa façon de se préparer. La doctrine japonaise standard pour défendre les îles du Pacifique consistait à affronter les Américains sur les plages, à stopper le débarquement avant qu'il ne puisse être consolidé, à tout jeter dans les premières 24 heures de l'assaut et à briser l'invasion sur le rivage. Cette doctrine a échoué à Tarawa, elle a échoué à Seppan, elle a échoué à Guam. Chaque fois que les Japonais l'ont tenté, le résultat a été le même. Les tirs de la marine et la puissance aérienne américaine détruisent les défenses côtières avant même que le débarquement ne commence. Les défenseurs meurent dans leurs blocos. Les Américains pénètrent à l'intérieur des terres. Kuribayashi examine ses antécédents et parvient à une conclusion qui lui vaut une résistance significative de la part de son propre état-major. Il ne défendra pas les plages. Il laissera les Américains débarquer. Il les laissera arriver à terre sans opposition, avancer vers l'intérieur avec confiance, puis il les tuera depuis le sol sous leurs pieds. Il ordonne la construction d'un réseau de tunnels. Pas seulement quelques bunkers reliés par des passages. Un réseau. 18 km de tunnels. Certains rapports avancent des chiffres plus élevés. Plusieurs niveaux. Des centaines de positions interconnectées. Des centres de commandement enterrés à 23 mètres sous terre. Des salles d'hôpital. Des dépôts de munitions. Des dortoirs. Des lignes de communication. Des citernes d'eau. Chaque position de mitrailleuse est reliée à toutes les autres par des passages permettant aux défenseurs de disparaître d'un trou de combat pour réapparaître dans un autre, à des centaines de mètres de là, pendant que les Américains tentent encore de comprendre d'où provenaient les tirs. Le travail est fait à la main. Aucun équipement lourd n'est disponible. La roche est volcanique, par endroits extraordinairement durs, ailleurs friable et instable. La température à l'intérieur des tunnels dépasse souvent les 55 degrés Celsius en raison de l'activité géothermique. De la vapeur s'échappe par endroits. Les vapeurs de soufre sont un problème constant. Les hommes travaillant dans les tunnels ne peuvent rester sous terre que pendant de courtes périodes avant de devoir sortir pour respirer. Le travail se poursuit pendant des mois.
Au moment où les Américains débarquent en février 1945, le réseau est en grande partie achevé. 21 000 soldats et membres du personnel naval japonais se trouvent à l'intérieur de l'île, répartis dans tout le système. Ils ont des fusils, des mitrailleuses, des mortiers, des pièces d'artillerie dissimulées dans des grottes dotées de portes en acier qui se referment après chaque tir, des canons anti-chars positionnés pour tirer depuis des ouvertures que les Américains ne peuvent voir qu'une fois le coup parti. Kuribayashi donne à ses hommes un ordre qu'il répète inlassablement. Chaque soldat doit tuer 10 Américains avant d'être tué lui-même. 10 pour 1, c'est le prix. C'est la seule victoire qui leur reste accessible. Il émet également un second ordre, moins célèbre mais tout aussi important. Il n'y aura pas de charge banzai. Pas d'attaque suicide massive au début de la bataille. La tactique japonaise standard consistant à tout projeter sur l'ennemi dans un assaut final désespéré est interdite. Ces hommes se battront depuis les tunnels. Ils infligeront des pertes patiemment. Ils ne donneront pas aux Américains la satisfaction d'un engagement décisif précoce. Beaucoup de ces officiers subordonnés trouvent cela déshonorant. Ils ont été élevés dans l'idée que la mort appropriée pour un soldat japonais est une charge contre l'ennemi, sabre au clair, en criant le nom de l'empereur. Kuribayashi leur demande de mourir dans des trous dans le sol sur une période de plusieurs semaines. Il leur demande de mener un type de guerre qui va à l'encontre de tout ce qu'on leur a appris à considérer comme correct. Il insiste, il a l'autorité, l'ordre est maintenu. Le 19 février 1945, le corps des Marines des États-Unis débarque sur Iwo Jima. 3 divisions de Marines, 70 000 hommes. Derrière eux, l'un des bombardements navals les plus massifs de toute la guerre du Pacifique. Pendant 3 jours avant le débarquement, l'île a été frappée par tout ce que la marine américaine pouvait lui envoyer. Cuirassés, croiseurs, avions de transport. Les cendres volcaniques sur les plages ont été transformées en un paysage lunaire. Les Marines touchent terre en s'attendant à une forte résistance. Ils n'en reçoivent pratiquement aucune. Pendant les 20 premières minutes après le débarquement, les plages sont calmes. Les Marines s'enfoncent vers l'intérieur des terres à travers le sable noir et mou, alourdi par leur équipement, luttant pour progresser dans un terrain qui engloutit leurs bottes et ralentit tout mouvement. Ils atteignent la première terrasse intérieure. Ils atteignent la seconde. Les tirs de mitrailleuses attendus ne viennent pas. Les barrages de mortiers attendus ne viennent pas. Certains des plus jeunes Marines commencent à se demander si le bombardement a tué tout le monde. Puis l'île ouvre le feu. Elle ouvre le feu de partout à la fois. Des mitrailleuses depuis des positions que les Marines ne peuvent pas voir. Des mortiers provenant de tubes cachés dans des grottes avec une couverture au-dessus de leur tête. L'artillerie tirant à travers des portes en acier, qui s'ouvrent pour un coup et se referment avant que les tirs de contre-batterie ne puissent les localiser. Le sable noir, qui ne semblait être qu'un simple désagrément, devient un piège mortel. Les Marines ne peuvent pas s'enterrer. Le sable s'effondre autour de leurs outils de terrassement. Les blessés ne peuvent pas être déplacés facilement sur ce sol. Les véhicules n'ont aucune traction. Au cours du premier jour de la bataille, plus de 2000 Marines sont mis hors de combat. Les plages sont couvertes de morts et de blessés. Et le plus étrange, du point de vue des Marines, c'est qu'ils ne trouvent personne à combattre. Le feu japonais arrive puis s'arrête. La position qui tirait il y a un instant est maintenant silencieuse. Les Marines rampent vers l'avant pour l'assaillir et la trouvent vide. Les défenseurs se sont déjà déplacés à travers les tunnels vers une nouvelle position derrière les Marines qui avancent. Et les tirs reprennent depuis une direction qui ne devrait pas être possible. C'est ce que Kuribayashi a conçu. C'est la guerre qu'il a bâtie. Pendant les quelques semaines suivantes, les Marines progressent à travers l'île. Les combats en surface sont parmi les plus brutaux de l'histoire du corps des Marines des États-Unis. Le mont Suribachi, le pic volcanique à l'extrémité sud de l'île, est pris le 23 février. La célèbre photographie du drapeau hissé sur son sommet devient l'une des images emblématiques de toute la guerre. Les Américains restés au pays voient la photo et supposent que la bataille était essentiellement terminée. Elle n'est pas terminée. Le drapeau a été hissé sur un seul pic à la pointe sud de l'île. La vaste majorité des défenseurs japonais sont toujours en vie, toujours dans leurs tunnels, dans les 2/3 nord de l'île. Les combats les plus acharnés n'ont pas encore commencé. Les Marines poussent vers le nord. Ils se heurtent à un système défensif qui ne ressemble à rien de ce qu'ils ont rencontré durant la guerre du Pacifique. Chaque mètre d'avance est contesté. Des collines qui devraient s'être nettoyées en quelques heures prennent des jours. Les jours deviennent des semaines.
Les tunnels japonais font que le terrain que les Marines ont déjà pris ne reste pas acquis. Des défenseurs émergent derrière eux la nuit, les abattent dans leur position de repos et disparaissent à nouveau sous terre avant l'aube. Les Marines apprennent à se battre à 360 degrés à tout moment. Le sommeil devient un luxe qui doit être rationné et gardé. À la mi-mars, la phase officielle de la bataille touche à sa fin. Les Américains ont hissé des drapeaux. Ils ont déclaré l'île sécurisée. Ils ont commencé à préparer les pistes d'atterrissage pour l'usage qui était la justification stratégique initiale de la prise de l'île. Les bombardiers B-29 opérant contre les îles principales du Japon ont besoin d'un terrain d'atterrissage d'urgence et Iwo Jima doit remplir ce rôle. Sous leurs pieds, dans les tunnels, des milliers de soldats japonais sont encore en vie. Certains de ces hommes sont restés sous terre de manière continue depuis avant le débarquement du 19 février. Ils n'ont pas vu la lumière du jour depuis 5 semaines. Leurs sections de tunnels ont été progressivement isolées à mesure que les Marines progressaient en surface. Les lance-flammes et les charges de démolition utilisées par les Marines pour sceller les entrées des tunnels japonais ont fermé de nombreuses connexions entre les secteurs. Ce qui était autrefois un réseau unifié est devenu une série de poches isolées, chacune constituant un petit monde souterrain coupé des autres. Dans chacune de ces poches, des hommes meurent lentement. Les conditions sont difficiles à décrire d'une manière qui transmette ce qu'elles sont réellement. La température dans de nombreux tunnels reste supérieure à 38 degrés Celsius, même la nuit. L'activité géothermique qui rendait l'île instable pour les ingénieurs la rend également brutale pour les hommes qui y vivent. Dans certaines sections de tunnels, de la vapeur s'échappe des parois. D'autres sections sentent si fort le soufre que les hommes ont des maux de tête qui ne s'arrêtent jamais. Les yeux brûlent constamment, les gorges deviennent à vif. La toux devient incessante. L'eau est le problème central. Iwo Jima ne possède presque aucune source d'eau douce à sa surface. Les Japonais avaient construit des citernes pour recueillir l'eau de pluie et celles-ci avaient été remplies avant la bataille, mais elles ne sont pas infinies. Au fil des semaines, l'eau des citernes y a rationné encore et encore. Les hommes en sont réduits à boire de l'eau qui a stagné dans la pierre pendant des mois, qui a un goût de soufre et de minéraux et qui les rend malades lorsqu'ils en boivent trop. Dans certaines des poches les plus isolées, les hommes commencent à boire la condensation qui s'accumule sur les parois des tunnels, léchant la roche pour y trouver de l'humidité. La nourriture s'épuise encore plus vite. Les caches de ravitaillement positionnées à travers le réseau avaient été calculées pour une bataille d'environ 2 semaines. Au moment où la bataille officielle prend fin mars, les hommes reçoivent des rations réduites depuis plus d'1 mois. Ensuite, ils passent au quart de ration. Puis, ils mangent tout ce qu'ils peuvent trouver. Il existe des rapports, jamais totalement confirmés mais largement crus, faisant état d'hommes dans les poches les plus isolées ayant recours à bien pire que cela. Les blessés souffrent de manière qui dépasse presque l'entendement. La médecine de campagne dans les tunnels est pratiquement inexistante. Il n'y a pas de salle d'opération, il n'y a pas d'eau propre pour irriguer les plaies, il n'y a pas de circulation d'air permettant aux blessures de sécher correctement. Les infections s'installent en quelques heures et progressent rapidement. Les hommes souffrant de blessures abdominales meurent souvent en moins d'1 journée. Les hommes blessés aux membres meurent parfois plus lentement, dans la fièvre et le délire, tandis que leurs camarades regardent sans pouvoir les aider. Les médecins et les infirmiers qui avaient été affectés aux hôpitaux des tunnels se retrouvent à court de fournitures dès les premières semaines. Il manque de morphine, il manque de bandages, il manque d'antiseptiques. Ils en sont réduits à prélever du tissu sur les uniformes des morts pour panser les plaies des vivants. Ils en sont réduits à amputer des membres sans anesthésie, avec des couteaux de cuisine stérilisés à la flamme, pendant que 4 autres hommes maintiennent le patient. Certains cessent totalement d'essayer de sauver les blessés et se concentrent sur le fait de leur donner une mort miséricordieuse plutôt que lente. Ils administrent des doses mortelles de tous les médicaments restants. Ils utilisent des grenades sur les hommes qui ne peuvent pas être déplacés. La pression psychologique sur les hommes est une chose que les archives historiques ne peuvent capturer que partiellement. L'essentiel de ce que l'on sait provient du témoignage du petit nombre de soldats japonais qui ont fini par survivre et être capturés. Leurs récits concordent sur certains points. L'obscurité était le pire. La plupart des sections de tunnels n'avaient pas d'éclairage permanent. Les lampes n'étaient allumées que pour des tâches spécifiques, puis éteintes pour économiser le carburant. Les hommes passaient des jours entiers dans le noir absolu, écoutant les sons lointains des combats en surface, écoutant les bruits des camarades qui toussaient et mouraient à proximité, ou n'écoutant absolument rien.
Le bruit des charges de démolition venant d'en haut devint la toile de fond constante de leur vie. Les Marines en surface scellaient systématiquement les entrées des tunnels. Toutes les quelques heures, quelque part dans le réseau, une entrée s'effondrait. Les hommes dans les tunnels ressentaient la vibration à travers la roche, entendaient l'explosion étouffée au-dessus d'eux et savaient qu'une autre issue venait d'être fermée. Chaque effondrement rendait leur monde plus petit. Chaque effondrement signifiait qu'une partie du réseau par laquelle ils auraient pu se déplacer était désormais coupée à jamais. Certains d'entre eux commencèrent à perdre totalement la notion du temps. Il n'y avait plus de jour, il n'y avait plus de nuit. Il n'y avait que la distribution des rations, qui se faisait selon un horaire de plus en plus irrégulier à mesure que les stocks diminuaient, et les ordres périodiques de se déplacer vers une nouvelle position au sein des tunnels survivants. Les hommes dormaient quand ils le pouvaient, mangeaient quand il y avait de la nourriture, et attendaient qu'il se passe quelque chose. Ce qu'ils attendaient était de moins en moins clair. Certains priaient, certains écrivirent des lettres qu'ils n'enverraient jamais, dans des carnets qui seraient plus tard récupérés par les Marines nettoyant les tunnels. Certains cessèrent simplement de parler. Des officiers rapportèrent que des hommes dans les sections les plus profondes, ceux qui étaient sous terre depuis le plus longtemps, semblaient parfois perdre la capacité de répondre aux questions. Ils restaient assis à fixer les parois rocheuses et ne bougeaient pas lorsqu'on leur en donnait l'ordre. D'autres hommes devaient être désignés pour s'assurer qu'ils continuaient à manger et à boire. À travers tout cela, Kuribayashi continue de commander. Il a établi son quartier général dans un complexe de tunnels dans la partie nord de l'île. La communication avec les différentes poches survivantes de sa force est intermittente. Certains de ses commandants subordonnés ont été tués. Certaines sections de tunnels ont totalement perdu le contact et opèrent de leur propre initiative, menant le combat qu'elles peuvent mener, mourant quand elles doivent mourir. Il envoie les messages qu'il peut. Il reçoit les rapports qu'il peut recevoir. Il comprend, avec une clarté totale, que la situation est sans issue. Fin mars, alors que les forces des Marines consolident leur emprise sur la surface et que les BIVTANF américains commencent déjà à utiliser les pistes d'atterrissage pour lesquelles la bataille a été livrée, Kuribayashi prend sa décision. Les hommes dans les tunnels vont mourir. Cela ne fait aucun doute. La seule question qui demeure est de savoir comment ils mourront. Ils peuvent mourir de faim, de soif et d'infection dans l'obscurité. Ils peuvent être tués un par un à mesure que les Marines nettoient méthodiquement chaque section de tunnel à l'aide d'explosifs et de flammes. Ou ils peuvent sortir et se battre. Il n'ordonne pas une charge banzai. Il les a interdites tout au long de la bataille, et il les interdit encore maintenant. Ce qu'il ordonne à la place est quelque chose de plus discipliné, un assaut final coordonné. Plusieurs groupes, émergeant de plusieurs sorties de tunnels, attaquant des objectifs spécifiques. Le but n'est pas de mourir en hurlant. Le but est d'infliger le maximum de pertes possibles aux Américains avant d'être tués. Les détails exacts de sa mort sont incertains. Plusieurs récits existent. Certaines sources affirment qu'il a mené l'attaque finale en personne et qu'il a été tué au combat. D'autres sources indiquent qu'il a commis le suicide rituel avant le début de l'attaque, après avoir envoyé ses hommes au front. L'emplacement de son corps n'a jamais été identifié de manière concluante. Il a presque certainement été tué quelque part dans la partie nord de l'île au cours de la dernière semaine de mars 1945. Son dernier ordre est exécuté. Aux premières heures du 27 mars 1945, entre 200 et 300 soldats japonais émergent des tunnels dans la partie nord-ouest de l'île. Le nombre exact varie selon les sources. Ils sont restés sous terre pendant des durées variables, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils voient le ciel libre depuis plus d'un mois. Ils attaquent les positions américaines près des pistes d'atterrissage. Les troupes américaines dans la zone ne sont pas des Marines. Les Marines ont été en grande partie retirés. Les hommes présents sont du personnel de l'Army Air Force, des Seabees, génie civil naval, et des pilotes, qui travaillent à rendre les pistes opérationnelles. Ils sont armés, mais ne sont pas en position défensive. Ils ne s'attendent pas à une attaque. La bataille est censée être terminée. Ce qui suit est l'un des corps à corps les plus sauvages de toute la bataille, survenant des semaines après que la victoire a été officiellement déclarée. L'assaut japonais frappe les positions américaines dans l'obscurité. Des tentes sont lacérées à coups de baïonnettes. Des hommes sont tués dans leurs sacs de couchage. Des pilotes se battent au pistolet contre des soldats armés de sabres. Les combats durent plusieurs heures. À la fin de l'affrontement, plus d'une centaine de militaires américains sont morts ou blessés. La force japonaise est presque entièrement détruite.
Un petit nombre de survivants se replient vers les quelques ouvertures de tunnels qui leur restent accessibles. C'est la fin de la résistance japonaise organisée sur Iwo Jima. C'est aussi, d'une certaine manière, exactement ce que Kuribayashi avait conçu. Ces hommes sont morts. Ils sont morts pendant des semaines, dans des conditions d'une difficulté indicible, dans l'obscurité absolue, dans la chaleur, la soif et l'infection. Mais ils sont morts chèrement. Le coup de la prise d'Iwo Jima, qui devait être une opération relativement rapide, menée comme un tremplin vers des objectifs plus importants, a été plus élevé que celui de n'importe quelle autre campagne insulaire du Pacifique. Près de 7000 Américains sont morts. Plus de 19 000 sont blessés. Le corps des Marines a enregistré son taux de perte le plus élevé de la guerre. Mais les tunnels ne sont pas vides. Dans les semaines qui suivent la fin officielle de la bataille, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, des soldats japonais continuent d'émerger de trous dans le sol sur Iwo Jima. Certains se rendent immédiatement. D'autres attaquent et sont tués. Certains sont capturés par des Marines qui tentent de nettoyer les sections de tunnels restantes à l'explosif et les trouvent assis dans le noir, trop faibles pour se battre, trop obstinés pour se rendre, attendant simplement la suite des événements. Les 2 derniers soldats japonais à se rendre sur Iwo Jima sortent de terre en 1949. Leurs noms sont Yamakage Kufuku et Matsudo Linsoki. Ce ne sont pas des officiers, ce sont des engagés du personnel naval. Ils étaient sur l'île lorsque les Américains ont débarqué en février 1945. Ils ont survécu à la bataille en se repliant dans le réseau de tunnels. Ils ont survécu à l'assaut final car ils se trouvaient dans une section de tunnels qui n'y a pas participé. Ils ont survécu aux mois et aux années qui ont suivi en vivant dans les tunnels, pillant les dépôts de ravitaillement américains la nuit et se cachant le jour. Pendant 4 ans, ils vivent sous terre sur une île que les États-Unis ont officiellement conquise. Ils regardent les avions américains décoller et atterrir des pistes. Ils observent les militaires américains vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ils voient la guerre se terminer. Ils voient l'occupation d'après-guerre commencer. Ils regardent les missions de B-29 partir et revenir. Ils font face en réalité au même problème que celui que connaîtra Hiroo Onoda au cours des décennies suivantes. Ils ne savent pas si la guerre est finie. Ils soupçonnent que c'est le cas. Ils n'en sont pas sûrs. Ils n'ont pas reçu l'ordre de se rendre. Finalement, ils sont repérés par une patrouille américaine. Ils sont capturés sans résistance. Ils sont émaciés, malades et désorientés. Ils sont rapatriés au Japon. Ils vivent le reste de leur vie dans une relative obscurité. Les tunnels eux-mêmes ne sont pas entièrement scellés avant des années après la bataille. Aujourd'hui encore, Iwo Jima, désormais officiellement appelé Iwo-to, ayant repris sa prononciation d'avant-guerre en 2007, contient des sections de tunnels qui n'ont jamais été totalement explorées. Des restes de soldats japonais continuent d'être découverts périodiquement. Le gouvernement japonais mène un programme actif de récupération et de rapatriement de ces restes, bien que le travail soit lent, car les tunnels demeurent dangereux, géothermiquement instables et par endroits remplis de munitions non explosées. Le drapeau américain hissé sur le mont Suribachi a été photographié par Joe Rosenthal de l'Associated Press le 23 février 1945. La photographie a remporté le prix Pulitzer. Elle a servi de base au monument de guerre du corps des Marines à Arlington, en Virginie. C'est l'une des images les plus reproduites de l'histoire de la photographie. C'était, au moment où elle a été prise, une image de victoire. Les hommes sur la photographie ne savaient pas que sous leurs pieds, à 240 mètres de profondeur par endroit, dans des tunnels qu'ils ne pouvaient ni voir ni atteindre, leurs ennemis étaient encore en vie. Qu'ils allaient rester en vie pendant des semaines, dans certains cas des mois, dans d'autres des années. Qu'ils allaient mourir lentement dans l'obscurité, de soif, d'infection, de chaleur et de désespoir, sur une île que le monde avait déjà déclarée conquise. L'histoire d'Iwo Jima est généralement racontée comme celle des hommes en surface. Les Marines sur les plages, le drapeau sur la montagne, la photographie qui a défini la victoire. C'est l'histoire que les caméras pouvaient filmer. L'autre histoire est celle qui s'est déroulée sous leurs pieds. L'histoire de 21 000 hommes à qui un commandant, ayant accepté sa propre mort et la leur, a ordonné de se battre de l'intérieur d'une montagne, de creuser des tunnels dans la roche volcanique, de vivre dans la chaleur, l'obscurité et les vapeurs de soufre, de mourir en emportant 10 Américains à la fois, de rester sous terre jusqu'à la fin. La plupart d'entre eux ont fait exactement cela. 21 000 soldats et marins japonais sont entrés dans les tunnels d'Iwo Jima. Environ 1000 ont été capturés vivants, la plupart après des mois sous terre,
beaucoup d'entre eux étant trop faibles pour résister. Les 20 000 autres sont morts, certains au combat, certains dans l'effondrement des tunnels, certains de soif, certains d'infection, certains de leurs propres mains, certains de manière que les archives historiques ont choisi de ne pas regarder directement. Ils ont obéi à l'ordre qu'ils avaient reçu. Ils ont payé le prix qu'on leur avait ordonné de payer. Ils sont devenus, selon le dessin de Kuribayashi, l'île la plus coûteuse du Pacifique. Les hommes qui sont remontés des tunnels, le petit nombre de survivants, n'ont presque jamais parlé de ce qui s'était passé là-dessous. Les récits qui existent sont fragmentaires. Ils décrivent la chaleur, ils décrivent l'obscurité, ils décrivent le silence, ils décrivent des moments particuliers. Ils ne décrivent pas, car ils ne le peuvent pas, ce que 36 jours sous terre font réellement à un être humain. Ce que les témoignages explicitent, par ce qu'ils disent et ce qu'ils taisent, c'est que pour ces hommes, la guerre ne s'est pas terminée en surface. La guerre s'est terminée dans le noir quand la dernière source d'eau s'est tarie, ou quand la dernière grenade a été utilisée, ou quand la dernière lueur de la dernière lampe s'est éteinte pour ne plus être rallumée. La guerre s'est terminée quand il ne restait plus rien dans le tunnel, excepté un homme, seul ou avec un camarade, décidant de ce qu'il allait faire du temps qu'il lui restait. C'est l'histoire qui se cache sous la photographie. C'est la guerre qu'aucune caméra ne pouvait filmer. C'est ce qu'étaient réellement ces 36 jours à l'intérieur d'Iwo Jima. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous. Nous dénichons ces histoires oubliées chaque jour. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous auriez fait si vous aviez été l'un de ces hommes dans ces tunnels. Seriez-vous sorti pour combattre ou seriez-vous resté dans l'obscurité? Et regardez cette prochaine vidéo. Vous n'allez pas croire ce que cet homme a fait.